Donc, nous allons vous parler donc, de l'application de topographie mobile pour la surveillance d'ouvrages à EDF. Donc en fait, l'arrivée à maturité des technologies porteurs, capteurs et traitement automatique des données nous ont incité donc, à étudier ces nouveaux outils d'acquisition de données pour la réalisation de mesures sur nos ouvrages de production. Donc rapidement, je vais vous présenter nos différents besoins en topographie sur un site. Donc on a besoin de données topographiques tout au long de la vie d'un site. Donc la vie d'un site se décompose en 4 parties, donc la partie projet, la partie construction, l'exploitation et enfin la déconstruction. Et au cours de ces 4 parties, on a 5 grandes familles de besoins topographiques. Donc tout ce qui est besoin en topographie foncière, cartographie, bathymétrie. Donc cette partie peut être concernée par une acquisition par drone. Donc ensuite, on a aussi besoin de points de canevas, donc de références topographiques. Donc pour cette famille de données, actuellement, on ne peut pas utiliser de drone. Ensuite, en topographie de chantier, donc là, on peut éventuellement utiliser des drones pour tout ce qui est suivi de terrassement. En auscultation, les drones peuvent être aussi concernés. Et enfin, en topographie dimensionnelle en milieu industriel, donc actuellement, l'utilisation de drones n'est pas envisagée. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter tout ce qui est topographie, je dirais, du sol et du sursol. Et dans un second temps, Noémie vous parlera de la bathymétrie. Donc, au niveau des opportunités, celles qui ont été identifiées, c'est à la fois la miniaturisation des capteurs, donc aussi bien des caméras d'imagerie photographique et de lidar embarqués, mais aussi la possibilité de faire de la corrélation automatique sur des images. Donc nos objectifs sont doubles, donc à la fois atteindre des zones qui sont difficilement accessibles, voire inaccessibles, mais aussi de remplacer les techniques actuelles par des moyens qui sont plus sûrs, plus rapides, moins polluants et aussi moins coûteux. Donc tout d'abord, je vais vous présenter les différentes études qu'on a réalisées. Donc il y a 3 familles d'études. Donc tout d'abord des acquisitions en vue de faire du MNT ou des plans topographiques. Ensuite du suivi de terrassement. Et enfin de l'auscultation d'ouvrages. Bon, il y a eu un petit bug au niveau du PowerPoint. Mais je pense bon, enfin... Bon. Donc le premier site test, c'est le canal d'Oraison. C'est un canal d'amener d'une usine de production hydroélectrique qui est située à environ 40 km au sud de Sisteron. Donc il s'agit d'un long linéaire. Donc là on voit que la zone test s'étend sur 1,6 km de long pour une largeur d'environ 200 mètres. Donc c'est un canal endigué comme on peut voir sur la photo. Donc on va dire il y a des talus, des zones plutôt planes. Et donc là, notre objectif est double, donc c'est faire un MNT, un plan topo, et notre idée serait par la suite de pouvoir faire du suivi de digue. Donc voir un petit peu les mouvements que suit la digue au cours du temps. Donc c'est un site qui se porte, on va dire, à l'utilisation d'un porteur à voilure fixe, c'est-à-dire un petit avion, parce que le linéaire est relativement long. Et donc ce sera, on va dire, le linéaire est un peu trop court pour utiliser un avion, donc en photogrammétrie classique, et aussi trop long pour faire de la topographie classique, ce sera un petit peu fastidieux. Bon, là, je suis désolé, il y a eu un petit bug. Donc au niveau de l'acquisition, comme je vous le disais, on a utilisé un drone à voilure fixe, donc on peut voir sur l'image de gauche. Donc au niveau de la caméra, on a utilisé une caméra relativement grand public, plutôt low cost. Donc les caractéristiques, c'est un capteur CCD. La matrice permet d'acquérir des images de 5 mégapixels. Donc la hauteur de vol à 150 mètres nous permet d'avoir une taille de pixels au sol d'environ 5 cm. Donc voilà, on a réalisé 2 vols successifs. Donc le premier pour voir un petit peu la qualité des images qu'on obtenait. Et ensuite un deuxième vol en adaptant les paramètres d'acquisition pour co-corriger un petit peu
les caractéristiques de la caméra en fonction de l'ensoleillement. Donc là, ce qui était important pour nous, parce qu'en fait sur ce site, donc on a déjà réalisé auparavant des acquisitions donc, terrestres, donc par GNSS, la photogrammétrie aérienne, du LIDAR. Donc là, au niveau des conditions d'acquisition, donc on s'est assuré que les talus étaient dégagés, que l'herbe était coupée, pour pouvoir, on va dire, comparer par la suite les données acquises par drone avec des données acquises avec d'autres moyens de production. Donc au niveau des résultats, donc on a considéré donc, le LIDAR comme acquisition de référence. Donc ce LIDAR, on l'a comparé aux données acquises par GNSS. Et donc là, on obtient une précision altimétrique, donc on considère un sigma à plus ou moins 5 cm. Et donc là, on peut voir qu'en comparant donc, le LIDAR au drone, ou bien l'avion au drone, ainsi que l'avion et le drone entre eux, on se rend compte que les précisions atteintes en photogrammétrie aérienne, je dirais classique avec un avion, sont comparables à celles qui peuvent être acquises à l'aide d'un drone. Ensuite, on peut voir au niveau de l'orthophotographie que le résultat obtenu par drone est un petit peu meilleur que par photogrammétrie aérienne, donc par avion. Donc ça, c'est sans doute dû à une hauteur de vol un peu plus faible et aussi sans doute à des conditions météorologiques plus favorables. Bon, les problèmes de PowerPoint continuent. Au niveau des conclusions, donc les problématiques qu'on a identifiées, donc c'est la calibration du capteur. Comme je vous le disais, on a utilisé un capteur relativement low cost, donc forcément l'objectif n'est pas parfait, il y a une forte distorsion. Donc c'est important de bien pouvoir la maîtriser pour avoir des résultats corrects. Et ensuite, on a aussi identifié en autre problématique, donc c'est l'influence des points de calage. Parce que donc sur la zone, donc 1,6 km sur 200 mètres de large, on a utilisé une soixantaine de points de calage. Donc ce qui est quand même beaucoup plus important qu'en photogrammétrie aérienne. Et donc on va dire la photogrammétrie par drone, donc on peut atteindre la même gamme de précision que par avion, mais moyennant des conditions de mise en œuvre spécifiques, à savoir un fort recouvrement, un important nombre de points de calage au sol, donc des moyens de traitement informatique plutôt lourds. Donc notre seconde expérimentation, donc là c'est pareil, il y a un souci au niveau du PowerPoint. Donc c'était un test de suivi de terrassement, donc sur le projet Hinkley Point C. Donc en fait c'est un site d'un futur EPR qui est en construction en Angleterre, donc à une soixantaine de kilomètres de Bristol. Et donc en fait le site a acquis un drone, donc un Trimble Gatewing X100, donc à la base donc pour faire l'acquisition de clichés donc dans un but de communication. Et donc il nous a semblé intéressant de le tester pour voir un petit peu ses capacités en termes de suivi de terrassement. Donc là, le capteur, c'est une caméra Ricoh GRD4, CCD, 10 mégapixels. Donc c'est aussi un appareil photo grand public, c'est-à-dire qu'il n'est pas destiné à l'origine à faire de la photogrammétrie. Et au niveau du logiciel de restitution, donc on a testé le logiciel Pix4D, donc qui permet aussi de faire de la corrélation automatique. Donc notre zone de test, c'est une zone qui fait 1 km de large sur quasiment 2 km de long. Donc on a mesuré 34 points d'appui, on a fait différents vols en faisant varier la hauteur des vols. Donc les tailles du pixel au sol, donc on a 3,5 cm, 5 cm. Donc sur cette zone, donc on avait aussi fait un vol de photogrammétrie aérienne, donc par avion. Donc on a déjà un MNT de référence et on a aussi décidé donc de faire des relevés que vous voyez sur l'image de droite en marron. Donc ça c'est des zones qui ont été relevées par GNSS en réel, on va dire pour pouvoir comparer le drone au GNSS et le drone à la photogrammétrie aérienne par avion. Donc au niveau des résultats, donc, tout d'abord on a utilisé le GNSS pour valider le MNT obtenu par avion. Donc là on obtient des écarts à 1 sigma à plus ou moins 7 cm. Et ensuite lorsqu'on compare l'avion au drone, donc là sur l'image de gauche, donc on constate un effet de vague. Donc la couleur jaune, donc c'est des écarts qui sont compris entre plus 10 et plus 25 cm, en vert entre plus 10 et moins 10 cm, et en cyan
ainsi qu'en bleu, c'est inférieur à, enfin, compris entre moins 10 et moins 50 cm. Donc au niveau de l'analyse de cet effet de vague, donc, on dirait qu'il y a deux pistes, donc c'est soit la calibration du capteur, ou soit on va dire une trop forte influence des points de calage, parce que donc là il faut bien se rendre compte qu'on est sur un site en construction, donc il y a des travaux de terrassement qui sont effectués. Donc naturellement les terrassiers ne sont pas forcément très précautionneux avec les points de calage qui peuvent être mis au sol. Donc après il se peut qu'entre la mesure des points de calage et le vol, il se peut aussi qu'il y ait des points qui soient détériorés. Donc en termes de conclusion, donc on arrive à des conclusions similaires à la précédente étude, à savoir que la qualité du capteur est importante, sa calibration aussi, et l'influence donc des points de calage sur le résultat final. Donc dans ce cas-là aussi, on estime donc la précision photogrammétrie drone à un sigma à plus ou moins 10 cm. Et donc dans le cadre du chantier, donc cette solution ne peut pas être mise en œuvre on va dire dans le but qu'on espérait, à savoir faire du suivi de terrassement et du contrôle de cubature. Donc on va dire au mieux on peut faire de l'archivage photographique du chantier, mais on ne peut pas l'utiliser dans un cadre contractuel pour vérifier les cubatures des titulaires du marché. Donc notre dernière étude, donc, elle concerne donc une surveillance d'ouvrage, donc du barrage d'Escoubou, donc c'est un barrage situé dans les Pyrénées. Donc dans ce cas-là, donc on est à plus de 2000 mètres d'altitude. Donc c'est un barrage qui a une longueur de crête de plus de 120 mètres, une hauteur de 20 mètres. Donc c'est un barrage qu'on surveille, parce qu'on va dire il est constitué d'un parement empierré. Et donc on le surveille donc, par scan terrestre pour étudier donc les boursouflures qui peuvent apparaître sur le barrage. Donc notre idée ce serait de remplacer la prestation donc, de scan terrestre par une acquisition par drone photogrammétrique. Et du coup, la précision donc, de notre acquisition origine par scan terrestre, donc on est à plus ou moins 1 cm. Donc pour l'acquisition photogrammétrique, donc on a utilisé un drone multirotor, donc que vous pouvez voir en photo. Donc il est aussi, ouais, je suis désolé, il y a encore des problèmes de compatibilité de PowerPoint. Donc il est équipé d'une caméra Canon EOS, donc de 18 mégapixels. Donc là on va dire on monte un tout petit peu en gamme au niveau du capteur par rapport à nos précédents tests, mais ça reste quand même un capteur grand public. On a utilisé un objectif qui nous permet d'avoir une focale de 50 mm. Et donc on a réalisé donc, différents axes de vol. Donc au-dessus du barrage, on a 6 axes verticaux et aussi 4 axes obliques pour être environ perpendiculaires au parement du barrage. Donc on a un recouvrement relativement important, 80%, et donc on a utilisé une bonne dizaine de points de calage que vous pouvez voir en photo sur la vue de face du barrage en dessous. Parce que notre idée c'était aussi, on va dire, de ne pas mettre un trop grand nombre de points de calage, sinon on va dire on perd tout l'intérêt de faire une acquisition par drone. Quand on met beaucoup de points de calage, forcément ça rallonge le temps de prestation, donc dans ce cas-là autant faire une prestation classique par laser scanner. Donc au niveau des résultats, donc on a utilisé le logiciel Micmac de l'IGN. On a fait un traitement par corrélation dense, et lorsqu'on compare nos résultats aux résultats du scan, donc on obtient un écart moyen d'1,5 cm. Donc quand on regarde l'écart type et l'écart moyenne quadratique, on voit qu'ils varient limite du simple au double. Donc là on peut en déduire qu'on a un biais. Donc ce biais on l'identifie aussi déjà premièrement par un nombre de points de calage qui est sans doute pas suffisant, parce que lorsqu'on compare l'acquisition par scan terrestre et l'acquisition par drone, donc vous voyez sur l'image du dessous, donc on voit comme un effet bombé, donc on va dire aux extrémités, donc qui ressortent un petit peu en rouge, on est plutôt en négatif, alors qu'au centre, on voit peut-être pas très bien sur la photo, mais on est plutôt en positif. Donc on va dire on n'a pas un chiffre, on va dire on a une erreur un petit peu bombée, quoi. Du coup, nous, ce qu'on cherche à l'origine pour surveiller ce barrage, donc c'est des déplacements de l'ordre du centimètre.
Donc là, on voit qu'en écart moyen, on est 1,5 cm, qu'on a des écarts qui varient à plus ou moins 5 cm. Donc la précision n'est pas tout à fait conforme par rapport à ce que l'on recherche. Donc là aussi, on arrive aux mêmes conclusions. Donc le capteur utilisé est très important, sa calibration aussi, qui a une forte influence en fonction du nombre de points de calage utilisés. Et du coup là, vu qu'on était en relativement haute altitude, donc on a eu d'autres soucis. Donc il faut savoir qu'on a fait deux missions sur ce projet. Donc la première en fait a été un échec parce que le drone était un drone classique, et donc à 2000 mètres la densité de l'air n'est pas la même. Donc on a une faible portance, donc du coup sur le premier test, le drone ne pouvait pas décoller. Donc du coup l'altitude c'est aussi un paramètre à prendre en compte pour adapter le drone en fonction du milieu dans lequel on est. Donc nos conclusions sont que l'utilisation du drone telle qu'on l'a mise en œuvre donc, est parfaitement adaptée pour de l'acquisition, je dirais, classique. Donc on peut faire un plan topo ou du MNT avec une précision de plus ou moins 10 cm, c'est parfaitement adapté. Par contre, il faut aussi être conscient que ce n'est pas une méthode qui est tout le temps, sachant que le vent, l'ensoleillement, l'altitude aussi sont des paramètres à prendre en compte. Parce qu'on va dire un drone ne peut pas voler s'il y a trop de vent. Donc les étapes cruciales, comme on l'a déjà vu plusieurs fois, c'est la calibration de la caméra, le nombre de points de calage. Donc en 2014, on a quand même fait un premier relevé, je dirais en mode production. Donc sur une zone de 32 hectares, un relevé topo au millième. Et donc la qualité et le coût sont parfaitement satisfaisants. Donc on va dire en termes de coût, on est à peu près équivalent à une photogrammétrie aérienne. Et là, en l'occurrence, on est aussi moins cher que faire une photographie qu'un relevé topo classique par GPS temps réel, par exemple. En fonction de ces conclusions, donc, on est arrivé à deux grandes perspectives. Donc, tout d'abord, suivre l'évolution des capteurs, parce que utiliser des capteurs grand public en imagerie, on voit bien qu'on n'arrive pas forcément au résultat qu'on souhaiterait. Donc là, l'idée, ce serait de pouvoir utiliser des caméras métriques, qui sont faites exprès dans le but de faire de la photogrammétrie. Et ensuite, de suivre l'évolution, lidar et centrale inertielle, qui doivent être aussi miniaturisées. Donc ça, c'était notre premier point. Et le deuxième point, on a vu que le nombre de points de calage était très important. Donc nous, notre idée, ce serait justement de pouvoir s'affranchir du nombre de points de calage. Donc en fait, en développant des algorithmes, en faisant du recalage local, donc en s'affranchissant d'un géoréférencement. Donc, je vais vous présenter rapidement où est-ce qu'on en est au niveau des perspectives et des axes de travail. Donc tout d'abord au niveau de la miniaturisation des capteurs photographiques, donc on a identifié deux capteurs qu'on souhaite tester cette année. Donc d'abord la phase 1 XU. Donc là on voit qu'au niveau du capteur, on est quand même beaucoup mieux que ce qu'on a testé jusqu'à maintenant. Donc il faut voir que pour un drone classique, on est quand même un petit peu limite niveau poids, parce que le boîtier nu fait déjà 750 grammes, auquel il faut rajouter l'objectif, qui est aussi un poids certain. Donc là, on a prévu de le tester sur une simulation de fontis, donc sur une maquette de digue. Et donc l'autre capteur identifié, c'est le prototype AirCam-like de l'IGN. Donc là, c'est vraiment une caméra qui a été développée dans le but d'être utilisée sur un drone. Donc on va dire là, au niveau poids, on est très léger, on peut sauvegarder directement les images sur le capteur. On a un capteur CMOS, haute résolution, haute cadence, et donc normalement on devrait pouvoir le tester cette année sur un glissement de terrain. Ensuite, en ce qui concerne le lidar, actuellement on a identifié sur le marché un lidar miniaturisé, c'est le Rigel Vux1. Donc il y a un poids là par contre qui est un petit peu plus lourd, donc forcément qu'un appareil photo, donc quasiment 4 kg. Donc l'exactitude annoncée, un sigma à 150 mètres, donc on serait à 1 cm. Par contre, pour l'utiliser, il faut miniaturiser aussi une centrale inertielle, miniaturiser aussi le système de positionnement par GNSS, et donc adapter la charge utile des porteurs. Donc cette année aussi, on est en train de préparer un test pour pouvoir le tester. Donc enfin, en ce qui concerne les algorithmes, là on travaille avec le CERTID, le service régional du traitement d'images et de télédétection, qui est basé à Strasbourg.
Donc là, comme je vous le disais, l'idée c'est de pouvoir s'affranchir du géoréférencement pour pouvoir comparer deux nuages de points. Donc là, il y a différents types de transformations qui peuvent être utilisées. Donc celle qui est retenue, donc en fait c'est une transformation en utilisant des voxels. Donc des voxels, en fait, on va prendre le MNT, on va le découper avec des espèces de boîtes en 3D, on va dire un pixel mais en 3D. Et donc dans chacun de ces voxels, donc on va appliquer une transformation. Donc à 6 ou 7 paramètres pour pouvoir s'adapter au mieux au MNT originel. Et donc pouvoir comparer deux MNT acquis à deux dates différentes sans avoir besoin de se rattacher à un système de référence commun. Et en parallèle, donc on a aussi un sujet de TFE donc, qui porte sur l'étude du potentiel de la mesure LiDAR embarquée sur drone pour la détection et la mesure de défauts localisés. Donc en conclusion, donc, comme on l'a déjà vu, la photogrammétrie par drone convient parfaitement. Donc il y a des utilisations dans le cadre de la topographie foncière ou cartographie. La miniaturisation des capteurs pour drones donc, permettrait d'envisager l'utilisation de drones pour faire de l'auscultation. En parallèle, donc, on continue aussi à développer donc, les algorithmes pour recaler des nuages de points entre eux en essayant de s'affranchir au maximum des points de calage au sol. Par contre, pour envisager l'utilisation d'un drone à des fins d'auscultation, donc il est très important de maîtriser le niveau d'incertitude finale, parce que l'on voit quand même que les incertitudes se cumulent entre les points de calage, le capteur, le géoréférencement. Et donc enfin, on a un volume de données qui est de plus en plus important, donc là il faut bien mettre en face les moyens informatiques de traitement. Donc, j'ai laissé la parole à Noémie qui va vous présenter la bathymétrie. Donc, moi, au niveau de la bathymétrie, je vais d'abord vous présenter vraiment les besoins de bathymétrie EDF. Donc, on fait de la bathymétrie pour plusieurs raisons principales. Tout d'abord, du suivi sédimentaire, qui passe par exemple, la réactualisation des courbes de capacité, qui sont un élément assez important pour la production. C'est ce qui va donner, en fonction de la hauteur d'eau dans le barrage, le volume disponible. On utilise aussi pour les études hydromorphologiques et notamment en fait le suivi de chasse. Donc les chasses, c'est l'ouverture des vannes et barrages pour remettre du courant afin que tout ce qui est sédiment puisse repartir et suivre le cours qui avait été piégé, puisse suivre le cours naturel de la rivière. Le deuxième point, c'est la sûreté. Donc c'est pour pouvoir faire tout ce qui est la vérification des ouvrages immergés. Donc, donc ça passe par la sédimentation des ouvrages devant les ouvrages de fond, telle qu'une vanne. Ça peut être l'affoulement en pied de barrage. Et enfin, le dernier point, c'est la vérification d'alimentation de sources froides. C'est dans les centrales nucléaires, savoir si il y a des canaux d'entrée afin de pomper l'eau en rivière pour le système de refroidissement, savoir si le canal est dans un bon état. Enfin, le dernier point principal, c'est la sécurité, puisque ça arrive que des barrages EDF soient aussi soient aussi le long de chenals navigables et de voies navigables. Donc il faut vérifier il faut faire la cartographie du fond pour assurer la sécurité des navires. Et enfin, les autres besoins un petit peu plus exotiques arrivent, qui sont moins constants. C'est donc les zones de frayère, c'est donc tout ce qui est pour les poissons, de la stabilité des berges ou divers travaux qui peuvent avoir lieu sur des zones immergées. Donc grosso modo, quel volume d'activité ça représente? C'est environ 100 prestations par an. Mais c'est un besoin qui est en constante évolution et en augmentation. Vous pouvez voir aussi à droite approximativement la répartition un petit peu par activité. Donc on travaille à 40% de notre activité est liée à l'alimentation en sources froides du nucléaire, 12% pour la sécurité de navigation
et 44% pour tout ce qui est dans le domaine de l'hydraulique sur les barrages, hors sécurité navigation. Donc les acquisitions sont tout aussi bien effectuées par des équipes internes et aussi par de la sous-traitance. L'intérêt vraiment d'avoir une équipe en interne pour EDF, c'est de se positionner en tant que référent technique pour avoir les compétences en interne pour juger des travaux des sous-traitants et aussi faire de la veille technologique et pousser pour faire des développements pour pouvoir vraiment adapter des techniques spécifiques aux besoins d'EDF qu'on ne retrouve pas trop ailleurs, ou donc les sous-traitants ne vont pas forcément aller développer les techniques pour ces besoins-là. Et enfin, pour donner un ordre d'idée de à quel point on retourne sur un site, c'est très variable. Certains sites sont surveillés tous les mois, et donc c'est notamment des petits endroits très spécifiques tels qu'un piège à sable ou un piège à gravier. Et certaines grosses retenues sont mesurées à peu près tous les 20 ans. Donc, afin de répondre à tous vos besoins que je vous ai expliqués, ça implique principalement 4 contraintes pour répondre à ce besoin. Donc, tout d'abord, c'est les accès aux sites de mesure qui ne sont pas forcément évidents. Puisqu'on a des sites, on a des grands barrages avec plus de 100 mètres de profondeur, tout comme des toutes petites bassines d'eau avec seulement des accès piétons pour accéder au site. Donc ça demande une très forte diversité de moyens nautiques, et on teste aussi en développement le lidar bathymétrique afin de pouvoir répondre à certaines utilisations. Le deuxième aspect, c'est qu'il faut des mesures de très haute résolution, notamment pour tout ce qui est besoin de surveillance à l'approche des ouvrages. On essaye de détecter alors, très haute résolution bathymétrique, pour nous, ça veut dire d'une résolution d'une dizaine de centimètres. On pourrait faire plus après avec des moyens assez spécifiques, mais très localisés, parce qu'avec des appareils qui sont très très courte portée. Donc pour ça, c'est l'utilisation généralisée de multifaisceaux, et sur les points très spécifiques, on a testé des caméras acoustiques qui peuvent effectivement donner des très bons résultats très fins, mais qui ont des portées ces résultats très fins qui peuvent être de quelques centimètres, voire même quelques millimètres pour certaines, sont à des portées de quelques mètres. Donc ensuite, c'est un point, c'est la mesure intégrale des zones désignées. Donc généralement, nous avons, c'est tout aussi bien d'un point de vue client, c'est pas important que ce soit en eau immergée ou émergée. Ce qui, pourtant, techniquement, nous fait une grosse différence, puisque c'est ce qui va faire la différence entre la bathymétrie et la topographie. Et donc c'est pour ça que nous sommes de plus en plus amenés à réaliser les compléments topographiques. Donc que ça soit par profil et topographie GNSS ou topographie classique, ou par lidar aéroporté. Et enfin, dernièrement, c'est les lidars embarqués. Donc on amène le laser sur le bateau pour faire le scan des berges. Et enfin, le dernier gros point, c'est limiter au maximum l'impact sur la production. Donc, parce que faire une bathymétrie, ça impose avoir un niveau d'eau constant et le plus haut possible pour accéder à la retenue. Donc, ce qui veut dire ne pas produire pendant ce temps-là, ou produire de manière limitée. Donc, afin de limiter l'impact, il faut qu'on essaye d'être le plus rapide possible sur site, et de réaliser aussi des mesures en étant plus flexible sur la cote dont on a besoin sur la retenue. Voilà, afin de laisser au maximum le champ de la possibilité à l'exploitant d'avoir la main sur sa retenue tout de même. Donc maintenant que je vous ai situé le contexte, je vais vous présenter les moyens de mesure actuels. Donc en interne, nous avons 4 navires qui vont du petit Zodiac Mark I qui fait à peu près 2 mètres de long jusqu'à une vedette. Donc c'est des chaînes de mesure, ils sont équipés de chaînes de mesure interférométriques, c'est une technologie spéciale de sondeur et qui permettent une couverture exhaustive des fonds. Et nous avons aussi du monofaisceau bifréquence qui, lui, ça ne permet pas de faire une couverture exhaustive, mais par contre ça peut permettre de faire une double détection
Donc d'avoir par exemple de la base et aussi le fond plus dur, ce qui dans tout ce qui est sédimentaire est quelque chose d'assez important, puis ça va donner potentiellement ce qui peut être facilement remobilisé dès qu'on mettra du courant dans la zone. Tout ce qui est base va facilement partir, alors que ce qui est plus dur va rester. Donc c'est une information qui est importante pour ce côté-là. C'est un moyen nautique léger, donc c'est un petit, qui s'appelle Catametrix, qui a tout simplement un bateau radiotélécommandé avec absolument aucune aide et que l'on peut équiper d'un sondeur monofaisceau qui va nous permettre de réaliser un sondage par profil et qui peut être positionné par tachyomètre. Voilà, donc c'est un engin qui est assez petit, assez léger, qui peut être très facilement déployé par une équipe de deux personnes avec un accès piéton au site. Donc c'est vraiment à partir de cette expérience-là qu'on a voulu aller plus loin avec les drones. Puisqu'en fait, l'avis de l'équipe est globalement positif sur ce petit engin, puisque le montage est très simple et sans outils. Et on peut vraiment très facilement l'amener sur site pour faire les mesures dans des endroits qui sont très, très compliqués d'accès. Par contre, et paradoxalement à l'avis positif, ce moyen était très très peu utilisé, puisqu'en fait le monofaisceau ne répond plus assez à nos besoins, puisqu'on ne peut pas faire un sondage intégral du fond. Et aussi le pilotage manuel est assez délicat lorsque le navire est éloigné, puisqu'il n'y a absolument aucun retour vraiment local, puisqu'on n'a pas de caméra dessus, donc c'est vraiment 100% à vue. Et dès qu'on a une distance de plus d'une vingtaine de mètres, c'est très compliqué de comprendre qu'est-ce qui peut mal se passer à la navigation. Donc c'est pour ça que l'on a réfléchi à l'utilisation des drones. Donc l'utilisation des drones, c'était vraiment pour répondre aux demandes de bathymétrie dans les zones très difficiles d'accès. Donc il nous faut un accès piéton au point de mesure. On considère qu'on ne peut pas avoir plus dans certains lieux, notamment par exemple tout ce qui est les fosses en bas des barrages, au pied des barrages. Et il nous faut aussi un sondage exhaustif détaillé, puisque notamment en pied de barrage, ça va être tout ce qui est détection d'affoulement, qui sont quelque chose qui peuvent être assez petits. Donc pour ça, il faut vraiment qu'on amène un système multifaisceau. Et aussi, le but aussi, c'est d'améliorer la sécurité des agents, puisque certaines fois, par exemple, on peut avoir des conditions de navigation risquées. C'est arrivé par exemple d'avoir besoin de faire un lever bathymétrique d'une retenue suite à un éboulement d'une falaise. Il fallait pouvoir diagnostiquer assez vite si ça n'avait pas fait de dégâts dans la retenue pour des enjeux de sûreté. D'un autre côté, la falaise n'était pas complètement sécurisée, donc c'est quand même tout était problème de dosage entre intervenir rapidement pour répondre aux enjeux de sûreté et quand même ne pas risquer la sécurité d'agents. Donc c'est aussi le drone pour être aussi utilisé dans ces cas-là, pour être sûr de ne pas risquer la sécurité des agents. Et enfin, le dernier point, c'est éviter les grutages et le portage de matériel, puisque c'est tout de suite des manipulations qui sont lourdes et potentiellement assez dangereuses. Donc, la méthodologie qu'on a appliquée afin de pouvoir s'équiper d'un drone, ça a été tout d'abord vraiment exprimer notre besoin et le traduire en besoin sur un drone. Donc on avait vraiment fait un retour d'expérience du Catametrix qui était vraiment un outil qui était devenu trop archaïque, mais qui répondait vraiment bien aux besoins de zones difficiles d'accès. Ensuite on a prospecté un petit peu au niveau qu'est-ce qu'il existait comme drone, en prenant contact avec plusieurs entreprises. Et enfin on a réalisé des tests, donc d'une part pour pouvoir qualifier des chaînes de mesure qui étaient assez compactes pour nos besoins, et aussi pour monter en compétence sur le vecteur même, afin de commencer à apprendre l'utilisation d'un tel vecteur.
Et notre but, c'est vraiment d'arriver à la mise en œuvre opérationnelle d'un drone multifaisceau d'ici peu de temps. Donc l'expression de besoin, c'était donc une chaîne de mesure de multifaisceaux modernes, des aides au pilotage, une manutention aisée, donc un faible poids, un transport facile et un montage rapide et sans outils sur site. Donc on avait fait une veille technologique, aucun produit ne correspondait vraiment à nos besoins, puisqu'en fait les produits étaient ou très légers mais n'avaient pas la charge utile pour transporter un tel système, ou alors ils avaient la charge utile et aussi toutes les aides possibles au pilotage, mais à ce moment-là étaient trop gros pour les problèmes de manutention que l'on avait. Donc par contre, en prenant contact avec les divers dronistes, c'était plutôt le problème. Si le produit n'existait pas, on a eu le ressentiment que c'était plutôt parce que le besoin n'avait jamais été exprimé et donc les gens n'avaient pas développé, plutôt qu'à cause de vraiment problèmes d'incapacité à réaliser le produit. Donc on est arrivé à la conclusion que le produit n'existait pas mais était réalisable. Ce qui fait que l'on a testé des produits qui étaient assez proches afin de monter en compétence sur le vecteur et pour pouvoir au final avoir un cahier des charges précis sur ce que l'on voulait. Puisque par exemple, dans tout ce qui était aide au pilotage, on ne savait pas forcément trop qu'est-ce qui était vraiment indispensable pour nous aider, qu'est-ce qui était peut-être du luxe et du gadget et qui ne serait pas qui donc allait porter du coût et du poids, et ne serait pas forcément vraiment utile dans le cas concret. Donc le premier test que l'on a fait, ça a été le 4 Surveyor. Donc c'est un produit de la société Subsitech à Marseille. Donc le 4 Surveyor, c'est un drone qui est assez important puisqu'il fait approximativement 2 mètres de long et quelques centaines de kilos. Donc c'était clairement, ce produit était clairement trop lourd, et en fait c'est un produit qui a été fait pour la haute mer. Il était trop lourd pour nos utilisations. Par contre, l'avantage c'est il a une très grosse charge utile. Donc on a pu monter dessus. On a vraiment pu monter dessus toutes les chaînes de mesure que l'on avait identifiées comme potentiellement intéressantes. Et on n'avait pas de problème d'intégration, donc on a pu tester vraiment tous les capteurs que l'on voulait dessus. Et aussi, il était vraiment très équipé au niveau aide au pilotage, ce qui nous a permis de commencer quand même à appréhender cette façon de travailler qui est assez particulière, liée au drone. Donc c'est d'où tout l'intérêt de ce test. Donc on peut voir ici le poste de commande où on était tranquillement au chaud dans une salle, on avait le retour capteur et on pouvait piloter l'engin. Et ici on voit l'écran qui est exactement l'écran qu'on aurait eu à bord au poste hydrographe. Donc au final, en conclusion, le pilotage manuel était assez aisé grâce au retour caméra. Il y avait vraiment très peu de... Donc on avait retour caméra, on avait aussi la position en temps réel sur une carte. Le pilotage était assez aisé, il n'y avait pas trop de temps de latence. Il y avait aussi, on pouvait aussi faire du suivi automatique de profil, qui n'était pas parfait. Voilà, c'est une technologie qui est quand même assez rudimentaire, parce qu'il ne s'arrêtait pas automatiquement, il ne détectait pas d'obstacles, il ne s'arrêtait pas automatiquement, mais au final, avec une simple surveillance de la caméra, c'était quand même déjà largement suffisant, en ayant un opérateur qui est un minimum attentif en permanence. Donc au final, ça a été assez positif sur le pilotage. Et au niveau de l'acquisition des données, la prise en main à distance était vraiment complètement transparente, il y avait très très peu de temps de latence. Et on avait strictement le même environnement que ce que l'on aurait eu à bord. Et donc les mêmes informations, les mêmes capacités à intervenir sur les réglages des divers capteurs. Donc ça a été vraiment une très bonne surprise.
Donc ça nous a permis de conclure que la technologie était parfaitement utilisable. Donc le déploiement est assez aisé sur le côté, on avait quand même peur de ce côté liaison à distance, que ce soit assez complexe à mettre en œuvre, et en fait ça s'est très bien passé. Par contre, ça a vraiment pointé qu'il faut repenser nos façons de travailler. Et donc notamment aménager ce fameux poste de pilotage à distance. Donc pour nous, ça pourrait par exemple passer par l'aménagement d'un fourgon ou peut-être des valises déployables un peu n'importe où. Mais c'est vraiment un point auquel on n'avait pas beaucoup pensé. Et sur place, heureusement qu'on avait une salle qui n'était pas trop petite, parce qu'il y avait quand même énormément de câbles, puisqu'on avait les divers PC, etc. Donc mais voilà, c'est vraiment un point qui a pensé pour l'ergonomie, mais qui n'est pas du tout gênant. Donc aussi pour la navigation automatique, plutôt que de complexifier les algorithmes en faisant de la détection d'obstacles, en trouvant des trajectoires alternatives, on peut aussi penser à faire la navigation automatique sur des plages horaires que l'on n'utilise pas actuellement, où les plans d'eau sont beaucoup plus libres dans le cas de plans d'eau qui sont ouverts à la navigation. Par exemple, si on sait parfaitement que si on fait une navigation nocturne, il y aura beaucoup moins de plaisanciers, et les plaisanciers seront quasiment nuls sur place, et ça pourrait simplifier encore plus la navigation. Et enfin, on s'est même posé la question si ça ne serait pas possible que le drone soit déployé par des personnes non spécialistes, donc par exemple des techniciens locaux d'un site. Ça, c'est plus une question d'ouverture, c'est pas ce qu'on projetterait. Et comme le déploiement du drone en lui-même a été très simple, on se dit que presque ne pas aller sur site, donner les instruments et que ça soit déployé par des personnes qui ont reçu une formation rudimentaire et qui le déploient pour nous et que nous on pilote depuis le bureau, ça pourrait peut-être être, pas pour tout de suite, mais dans quelques années, une solution pour des sites très très récurrents qu'il faut faire tous les mois. Et voilà, après c'est vraiment une possibilité mais qui n'est pas notre objectif immédiat. On a réalisé un autre test, donc cette fois-ci en monofaisceau. Donc au niveau capteur de mesure, c'était une technologie assez qui est pas la technologie qui est notre objectif. Mais le but, c'était de vraiment voir en action sur nos sites en plus, puisque c'était sur un barrage EDF, un drone qui avait le gabarit que l'on désirait pour le final. Et c'était aussi un autre drone et d'autres technologies d'aide à la navigation afin d'améliorer notre prise en main des drones en testant quelque chose d'autre. Donc ils ont réalisé le V monofaisceau de la retenue de Saint-Martin-la-Porte. C'est une retenue où l'on a un accès très très difficile. D'ailleurs, on peut voir la mise à l'eau du bateau. Elle est très pentue, très, très cassée. Et encore, pour arriver à ça, on a dû retravailler, pour que ça puisse mettre à l'eau, on a dû retravailler la pente en piochant et en creusant la berge. Donc c'est une retenue qu'on mesure tous les ans, et tous les ans, il faut refaire la même chose. Donc c'est pour ça qu'on était vraiment très intéressés par le côté drone et par le côté moyen léger pour accéder à la zone. Donc c'était une zone de moyenne étendue, c'est-à-dire qu'elle fait quelques hectares. Donc les résultats de ces tests, c'est qu'on a vraiment eu un impact, grâce au drone, on a eu un impact minime sur l'exploitation. Donc ça représente un gain économique. Il y a eu comme le drone a un très faible tirant d'eau, on a même pu aller naviguer dans des zones qu'on n'allait pas mesurer habituellement avec un bateau classique, puisque le tirant d'eau était trop important pour accéder à ces zones. Et le déploiement a été aisé et assez rapide, puisque la logistique était vraiment très simplifiée. Le drone est arrivé en étant déjà complètement monté dans le coffre d'un break. 10 minutes après, c'était dans l'eau et prêt à tourner.
Par contre, dans les points négatifs, c'est que le pilotage manuel a été assez délicat, parce que les conditions climatiques n'étaient pas très bonnes, il y avait beaucoup de vent, et aussi donc du vent. Le courant déviait assez facilement l'engin, il fallait pas mal retravailler la trajectoire. Cependant, par contre, donc ça c'était pour la difficulté sur le pilotage manuel. Par contre, sur l'algorithme automatique arrive à bien corriger assez rapidement. Donc c'était assez quand même. Les données ont quand même, malgré les conditions très chahuetées, les données ont été exploitables. Et par contre, le deuxième point, c'est que comme au plus le porteur est petit, au plus on est facilement chahuté. Et donc au plus il faut une centrale d'attitude qui soit performante. Parce que on prend très vite il y a très vite des angles et des mouvements qui sont très rapides et qu'il faut corriger dans les mesures, sinon c'est un impact non négligeable. Donc en conclusion de ces essais de drone, et aussi de manière plus globale sur la bathymétrie, on a vraiment une convergence entre la topographie foncière et la bathymétrie. Car les besoins sont vraiment de faire des levées intégrales des zones, qu'elles soient immergées ou émergées. Et ça, c'est vraiment pour nous un besoin qui est assez récent. Et d'ailleurs, dans la structure même de notre façon de travailler, c'était jusqu'à présent 2 services différents. Après, il y a vraiment de plus en plus de nouvelles technologies qui sont abordables et matures, donc telles que le LIDAR qui sont embarqués ou aéroportés, qui nous permettent de gagner du temps d'acquisition sur les compléments topographiques. On assiste aussi en parallèle dans ces nouvelles technologies à la miniaturisation des centrales d'attitude et des sondeurs multifaisceaux. Parce que l'on prend encore il y a 10 ans, un sondeur multifaisceau, c'était des trucs qui étaient assez imposants et qui faisaient plusieurs dizaines de kilos. Maintenant, on arrive pour les plus petits à des sondeurs qui font un cube de la taille du cahier et qui font 4 kilos. Donc ça permet vraiment d'embarquer sur la technologie sur des vecteurs de plus en plus compacts et donc pour nous d'augmenter les zones que l'on est capable de mesurer. Parce qu'au plus c'est compact, au plus on peut amener les capteurs dans des endroits difficiles d'accès. Il y a aussi, donc, ça apporte aussi le besoin de trouver de nouveaux supports et de nouveaux vecteurs pour faire ces mesures-là, puisque maintenant que les capteurs sont compacts, il faut aussi que l'on compactifie les vecteurs. Et donc dans ce but-là, les drones sont vraiment très très prometteurs. On a vraiment espoir d'arriver à s'équiper d'ici 2016. Et enfin, par contre, toutes ces évolutions apportent des méthodes de travail différentes, puisqu'on a des volumes de données de plus en plus importants qu'il faut traiter. C'est aussi des technologies qui sont plus complexes à mettre en œuvre, mais qui sont plus efficaces sur la durée d'acquisition. Et donc ça fait que le temps passé sur le terrain est de plus en plus court, puisqu'on est de plus en plus efficace à acquérir des données. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose pour la production. Et par contre, le temps de préparation et de traitement est plus long. Donc pourquoi le temps de préparation est plus long, c'est parce qu'avant, on avait très peu de technologies de mesure. Donc on ne se posait pas de questions, on venait avec notre bateau, notre sondeur multifaisceau il y a 10 ans, parce que c'était la seule chose qui était possible. Alors que maintenant, on a de plus en plus un éventail de technologies. Donc il faut de plus en plus qu'on connaisse en avance le site pour savoir quel capteur sera le plus à même de répondre aux besoins. Et aussi, c'est des traitements plus longs, puisque les volumes de données sont très importants. Mais là où à l'époque on rentrait avec très peu de points, mais qui étaient à 95% juste, on rentre avec des millions et des millions de points, mais dans un pourcentage non négligeable et faux, et où donc il faut faire du travail de traitement assez important. Voilà, c'est fini. Si vous avez des questions.